Yaorana, Yaorana, et bienvenue sur cette chaîne dédiée à la transmission des savoirs sacrés. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes abonnés, présents à votre vie, présents à l'amour, présents au cœur. Ici, on parle de savoirs sacrés, la méditation, les rêves, la symbolique, les signes, les synchronicités. L'école sacrée. Avant, nous passions une grande partie de notre vie à maîtriser un art, à maîtriser une manière d'apporter de la valeur ajoutée à la communauté. On apprenait à naviguer, bâtir des temples, à communiquer ensemble pour se raconter des histoires. Et je suis persuadée que traverser au quotidien les savoirs sacrés, c'est mieux parler avec le cœur et c'est aussi bâtir un monde meilleur. Si tout ceci résonne, merci de vous abonner, merci de liker, merci de commenter, mais aussi prenez le temps, s'il vous plaît, d'aller sur le site de présence, cette école sacrée, ce cercle de transmission des savoirs sacrés. C'est www.cercledeprésence.com. On y partage des méditations qui sont pour la plus grande partie vraiment en accès gratuit. Beaucoup de soins énergétiques sont aussi souvent en accès gratuit ou à des prix vraiment très accessibles. On est sur du 5 à 10 € le soin. On a aussi beaucoup, alors c'est en train d'être mis en place, c'est pas constitué, mais une bibliothèque sacrée. Donc c'est des articles, des références de livres sur les différentes pratiques culturelles, ancestrales, traditionnelles, sacrées du monde entier. Et on a des formations en numérologie, en astrologie, en tarologie, en soins énergétiques. Voilà, toute une communauté qui commence à naître. Bientôt la newsletter. Newsletter, c'est pas mal, ça c'est peut-être le nom. Ce matin, je méditais sur le nom de la newsletter. Bon, ça sera pas newsletter. Ça fait un peu Slater. Kevin Zlater, non, c'est pas ça. Christian Zlater, non plus. Bon, voilà, c'est un mélange entre le footballeur et l'acteur. Aujourd'hui, nous allons parler du taureau, du signe du taureau. Cet enregistrement continue une série dédiée pendant 12 jours avant l'éclipse aux 12 signes de l'astrologie, mais selon l'énergie lionesque et sous l'angle du savoir sacré, avec à chaque fois, à la fin, un savoir sacré que les Manoïtis, qui font partie de Cercle de Présence, ont comme devoir à faire. Et oui, on croit à la rigueur et au devoir, et surtout au fait de s'amuser à l'école sacrée. Allez, on y va. Alors, deux petites... je suis pas habillée pareil, ou je suis pas coiffée pareil, ou j'ai pas le même visage qu'hier. En fait, le début de la vidéo n'a pas été enregistré, donc je recommence. Heureusement, ce n'était que l'introduction et le profil du taureau, parce que ça va être toute la vidéo. Bon, après, voilà, faut accepter. Et deuxième, normalement, j'avais dit que je m'habillais en fonction de mon signe. J'ai complètement zappé avec la balance, alors que s'il y a un signe où on aurait pu se faire pump it up, c'est quand même bien la balance. Voilà, donc on vient comme on est, finalement, c'est beaucoup mieux. Le taureau est un signe de terre, c'est un signe qui gouverne, qui est placé, qui nous parle de la maison 2, qui nous parle de tout ce qui est matériel, possession, tout ce qui est surtout incarnation sur terre, pourquoi on vient sur terre et surtout sous l'angle du plaisir. Il est gouverné par la planète Vénus et il nous enseigne qu'il fait juste bon de vivre sur terre. Le taureau, qui est-il? En termes de caractère, il a souvent des qualités de détermination. C'est un taureau, a bull comme on dit en anglais. Il a donc une volonté, il peut être entêté, en ça il est similaire avec le bélier. Il est aussi la vache, donc il a un aspect sacré, il a un aspect connecté à la maternité, à la terre, et ça en fait un messager de Gaïa. Le taureau est un signe qui nous parle vraiment de qu'est-ce que c'est s'incarner et de choisir de s'incarner. On a passé la première étape qui est le bélier. Le bélier, c'est vraiment avant la conception et la naissance. Le taureau, il suit ce mouvement de naissance. Donc il est entre 0 et 9 mois, selon le principe que lorsque l'on naît, en fait, on va répéter, surtout sur les 9 premiers mois, voire 18 premiers mois, tout ce qui va se passer au niveau énergétique pendant la grossesse et les 9 mois avant la conception.
Donc c'est un miroir du féminin et du masculin, et de cette idée de je viens venir sur Terre et j'essaye de comprendre pourquoi, ou j'accepte pourquoi, voire je programme pourquoi, et il se passe un certain nombre d'informations qui va faire la blessure d'incarnation, on prend cher. Donc ça, on le verra dans la vidéo sur le podcast du bélier. Donc c'est pas encore fait, ça va arriver après le cancer. Donc ça sera là dans 2 vidéos. Et donc le taureau continue ça. Il est pour moi entre 0 et 9, mais surtout entre 0 et 18 et des énergies jusqu'à 3 ans. Il nous parle vraiment de l'absence de mémoire cellulaire, au sens où on n'a pas de mémoire en tant que bébé, en tant qu'être humain à ce moment-là. On est sur une amnésie infantile naturelle et on commence à acquérir nos premiers souvenirs entre 3 et 4 ans et demi, ce qui va permettre en fait d'ancrer le cancer qui vient après, bien sûr, le Gémeaux et le taureau. Donc c'est pour ça qu'on a un décalage dans le temps et qu'on grandit en fait au fur et à mesure des signes. Le taureau, il a dépassé la blessure d'incarnation et la blessure d'identité que le bélier vient incarner. Lui, il a plutôt envie de dire c'est quoi le plaisir de la vie et c'est quoi l'envie de vivre et c'est quoi aussi ma manière de maîtriser, dompter mes instincts, notamment bestiaires, que pouvait porter le bélier et qui l'empêchait de s'incarner. Ça, la mythologie notamment de Chiron ou du taureau de Crète l'explique bien, donc j'en reviendrai dessus. En termes de profil, allez, de manière populaire, ce qu'on aime entendre quand on parle d'un taureau, donc de faire en fait un portrait du taureau, genre c'est votre vie parce que vous êtes né soleil en taureau. Bon, personnellement, je vais répéter, je suis persuadée que nous ne sommes pas un seul signe, que de nous catégoriser dans un signe solaire, c'est énormément limiter notre potentiel, c'est ne voir que quelques fractales du visage de l'énergie du taureau. On est bien plus qu'un signe solaire, mais on est aussi pour moi bien plus qu'un signe ascendant et un signe lunaire. On est la somme d'interactions des planètes que nous vivons. Et dans cet enseignement, je pars du Soleil jusqu'à Pluton, donc je suis en fait la trajectoire du système solaire pour expliquer les astres. Je ne suis pas dans une suite numérologique pour faire comprendre qu'on vit un voyage énergétique. Et en fait, ce qui est très beau dans le caractère du taureau, c'est qu'il est dans le plaisir de ce voyage sur Terre, il est dans le plaisir de l'incarnation. Donc ça donne des personnes, voilà, une personnalité, mais je dirais plus une énergie qui a envie de simplicité. Un taureau, en fait, en termes d'énergie, il est simple. Il veut bien dormir, il veut bien manger, il veut bien s'habiller. Alors, c'est pas exactement comme la balance qui va être, elle, dans le beau pour l'apparence et plaire aux autres. Lui, c'est pour se sentir bien. Il veut être en adéquation avec ce qu'il porte. Il veut bien travailler. En général, les énergies en taureau, ce sont quand même des gros bosseurs. Ils travaillent de manière difficile, acharnée. Ils ne vont pas lâcher, ce sont des personnalités et c'est une énergie qui nous donne beaucoup de résilience sur Terre. Quand on a beaucoup de placements en maison 2 ou en taureau, ça veut aussi dire qu'on est capable de vivre et de survivre à des épreuves, mais qu'on est aussi capable de garder normalement un optimisme, une joie de vivre, un certain plaisir à être là. Si on relie le taureau au chakra, c'est le deuxième chakra, donc il est dans l'alchimie et il va comprendre l'équilibre des forces. Le taureau, c'est le premier d'eux de la suite numérologique et de la suite de la roue astrale, donc il est dans cette notion du couple, de la bipolarité, de l'équilibre, du yin et du yang, ce qui va lui donner cette force de comprendre un certain nombre de choses. Il ne va pas les comprendre comme la dernière suite, ce que j'appelle le dernier quatuor du thème astral, que sont donc du Capricorne, Verseau, Poisson et j'ai oublié le Sagittaire. Lui, ça va être assez instinctif, assez naturel, il reste dans l'instinct, mais un instinct qui va émerger et qui va aller vers la recherche du plaisir et qui va aller aussi vers la recherche du matériel, de la possession. Le taureau, ça va être des signes qui vont aimer accumuler, qui vont aimer la matière. Ils ont compris que c'est important de venir s'incarner et qu'on vient ici pour s'incarner. On a choisi cette terre, on a choisi ce corps. Voilà, donc il va être aussi attentif à son corps. Pour moi, les placements en taureau, alors il y a d'autres placements aussi dans le signe astral, je reviendrai avec chacun des signes, mais par exemple le bélier, ou même des éléments en scorpion, ou même des éléments en lion, vont nous permettre de voir si, par exemple, ou en capricorne aussi, vont nous permettre de voir par exemple
tous les profils de grands sportifs. Et c'est sûr que ça va nous parler de santé. Le taureau, quand on a un déplacement intéressant, on va dire bien aspecté, on va en général aussi avoir une très bonne santé. Une santé un peu de métal. Donc pareil, ça va être l'interaction avec les éléments. Mais ce qui est intéressant, c'est de dire que voilà, le taureau, il vient chercher l'équilibre des forces de l'être humain. Et donc les besoins essentiels de l'être humain. Il a compris ses instincts, justement. Il a compris qu'il avait des instincts. Alors, c'est pas non plus facile pour lui de les dompter, parce qu'il reste un animal à cornes, un animal de terre, et le premier cycle d'incarnation. Donc, le bélier, le taureau, le gémeaux et le cancer. C'est le premier élément de terre. Ce qui fait qu'il est encore dans cet apprentissage. Et un enfant entre 0 et 9 mois, merci, check, entre 0 et 9 mois et jusqu'à 18 mois et une prolongation jusqu'à 3 ans énergétique qui va le faire donc en rentrer en mouvement avec le Gémeaux puis le Cancer. Qu'est-ce qu'on apprend à ce moment-là? Parce qu'on commence à parler, on commence à diversifier notre nourriture, on commence à avoir, alors ça arrive plus tôt, hein, parfois il y a certains enfants qui dorment très vite, très bien. Ça se fait genre dans les premières semaines ou premiers mois, ce qui est quand même assez, si on est parent, on sait que c'est assez précieux, parce que la plupart des enfants, le sommeil se stabilise entre 6 mois, 9 mois. Souvent, on commence à avoir des nuits à peu près correctes à partir d'un an, 1 an et demi. Vive la parentalité, dépravation du sommeil, quoi. Mais c'est ce qu'on vient faire, quoi. Et donc le taureau, il va avoir cette acquisition, on va dire, de ces éléments essentiels de fonctionnement. Le bélier, il apprend les éléments essentiels de sécurité, et lui, les éléments essentiels de fonctionnement, ce qui va en faire 2 signes très axés sur cette sécurité. Et c'est sûr que le taureau, c'est comme le bélier, il est en axe, et va avoir besoin de déployer et d'émanciper son axe. Donc il va aller vers le scorpion, qui lui dit, moi je suis le maître de la mort, je suis le maître de l'autodestruction, je suis le maître de la spiritualité, je vais te demander d'apprendre à te connaître avant de juste te dire, ah je suis instinctif et je sais ce qui est bon pour moi et je vais m'acharner sur ce qui est bon pour moi. Le scorpion va lui dire, non, 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 je vais te montrer qu'il y a d'autres choses qui sont bonnes pour toi, donc je vais te demander de passer par la mort, entre guillemets, et de te détacher de tes expériences matérielles pour aller vers quelque chose qui l'élève. Et c'est en ça que le taureau a une énergie de connexion avec Gaïa. Donc c'est pareil, je vais parler de la mythologie de Gaïa pour exprimer cette partie du taureau. Moi je dis que c'est des signes qui sont quand même des bons patachons, des bons vivants, c'est des gentils en général. Mais voilà, la difficulté c'est comme toujours, le taureau il a des ombres. Et si on le pique, moi ça me fait vraiment penser à un dessin animé que j'aime beaucoup. C'est un petit taureau qui est en Espagne. Il n'est pas comme ses copains, il n'en a rien à foutre de se battre. Lui, il aime les abeilles, les fleurs, il est rêveur. Et un jour, il y a un monsieur qui débarque pour choisir le taureau pour la corrida. Et ce jour-là, il se fait piquer par une abeille parce qu'il l'excite. Bon, voilà. Et donc, du coup, forcément, il fait une démonstration de dingue. Et là, tout le monde est persuadé d'avoir le taureau de l'année. Il se retrouve dans les arènes, je suppose, de Séville, enfin, peu importe. Et on est face à ce taureau mélancolique. Et je dirais que c'est une bonne manière de représenter le taureau. C'est ce côté, voilà, je proute dans ma prairie, je suis une vache, je regarde des trains, parce que les vaches aujourd'hui, elles regardent des trains. Sur l'aspect alimentaire, je suis une viande qui est en communion avec la terre. Donc je vous pose la question du sacrifice de l'animal quand vous mangez de la viande, et donc de cette conscientisation, mais aussi de vos valeurs, puisque le taureau, comme il apprend cette spiritualité qui montre un autre regard sur qui on peut être, sur notre potentiel, eh bien, il va vraiment nous poser la question de nos valeurs et de l'incarnation de nos valeurs. Donc, d'une certaine cohérence de vie, mais en même temps, la Terre, elle a une cohérence. Il y a un soleil qui se relève tous les matins, qui se couche tous les soirs. Il y a des températures, il y a des saisons. Le taureau, il va nous parler de ça. Et c'est intéressant de se dire que le taureau, c'est entre avril et avril-mai. Et le scorpion, lui, c'est en octobre-novembre. Oui, j'y arrive. Non, novembre, oui, c'est ça, octobre-novembre. Et on est sur les moments de transition. Les moments, il y a eu, alors je ne vais pas dire de bêtises, ben oui, les équinoxes, ça va, parce que moi, solstice, les équinoxes, c'est toujours un petit peu un bug. Et donc, il nous parle de transitionner, mais pas comme d'autres signes. J'en ai beaucoup parlé pour la Vierge. La Vierge, c'est vraiment la transition des hémisphères, la transition entre l'intérieur et l'extérieur.
Le taureau, lui, il va vraiment nous parler, avec le scorpion, là c'est un scorpion, il va nous parler de la transition de l'être humain sur Terre. Et c'est assez fort, et c'est ce qui va le rendre vraiment intéressant en termes d'apprentissage énergétique. Allez, on y va, on reprend l'enregistrement tel qu'il est, on va en terre mythologique. À très vite. Le taureau est un signe gouverné par la planète Vénus. Il partage cette planète avec la balance, la constellation de la balance. Et en fait, ensemble, ils nous parlent de l'inspiration, de la création, de la créativité. Ils nous parlent aussi du désordre qu'inspire la créativité. Ce sont deux signes qui vont nous relier à cette planète qui est venue faire le bazar sur Terre, mais pour y rétablir un ordre plus esthétique, mais aussi plus en lien avec la Terre, plus en lien avec notre belle planète Gaïa. Le taureau vénusien, il nous parle de la relation au plaisir, il nous parle aussi de notre capacité à choisir nos plaisirs. Je trouve que dans la mythologie, alors je vous invite à écouter la vidéo Balance en allant choisir ce qui est dit sur Vénus. Donc c'est vraiment dans la vidéo, vous pouvez les sélectionner parce que je chapitre tout, je fais des chapitres. Ce que je retiens, et je vais juste passer ce message par rapport à Taureau et Vénus, et donc le taureau vénusien, il va incarner, je trouve, un aspect beaucoup plus ancré de l'inspiration que la Vénus, elle, va prendre de manière beaucoup plus, entre guillemets, éthérée, élevée par l'aspect aérien. Et c'est ce qui va la rendre moins fidèle, entre guillemets, au principe de justice que la Vénus peut incarner avec son aspect sage, en reliance avec Athéna, Mitra ou encore Héra. Là, je trouve que Vénus, en taureau, elle nous parle d'un principe beaucoup plus terrien et beaucoup plus Gaïa du terme. Le taureau, en tant que principe vénusien qui nous relie à Gaïa, nous rappelle que Gaïa est issue du chaos. C'est une déesse, c'est une divinité qui représente la Terre. Pour moi, parler de la Terre, c'est parler de Gaïa. Et elle vient de ce chaos. Alors en termes scientifiques, elle vient du Big Bang. Elle vient de quelque chose dont on a des explications scientifiques, mais dont on n'est pas forcément certain. On n'était pas là. Et donc, elle nous renvoie le principe vénusien, la Vénus du taureau, à ce qui est vraiment tangible et ce qui permet de structurer la vie sur Terre. J'aime bien quand je prends une inspiration, que je veux couper mon idée, mais que j'y arrive pas. Gaïa est vraiment une déesse très belle pour nous parler du taureau. Déjà, c'est un merveilleux mot, moi je trouve, Gaïa, il y a quelque chose de égeia qui nous amène vers la joie. Il y a la répétition du mot A qui est le Aleph, qui est la création fondamentale. Et en fait, Gaïa, c'est la Terre, c'est la planète Terre. Et donc, c'est tout son principe nourricier. C'est tout ce que la planète Terre nous donne pour pouvoir vivre une existence en tant que terrien. Elle se marie à Oranos, donc elle a quand même vachement de courage, Gaïa. Donc, je trouve qu'elle est courageuse. Pourquoi je dis qu'elle a du courage? Parce que Oranos, c'est quand même le dieu du ciel. Donc, il est très aérien, il flotte. Il y a quelque chose de, en fait, insaisissable chez Oranos. Alors, c'est sûr qu'on peut se dire que c'est très séduisant de tomber amoureux de quelqu'un dont on ne connaît pas tout, qui a un côté insaisissable, mystérieux. Mais en réalité, on sait très bien que dans la vraie vie, c'est pas si séduisant que ça, parce que c'est aussi important d'être avec quelqu'un alors qui sait faire des surprises, qui sait garder des choses pour cultiver la flamme, mais insaisissable, mystérieux pour garder sa liberté et mentir, tromper, ou ne jamais, entre guillemets, appartenir au lien et préserver le lien, et donc utiliser ça comme un symbole de liberté, c'est très déstabilisant et c'est surtout pas engageant. Et en fait, si Gaïa nous enseigne quelque chose, c'est aussi, elle est nourricière, elle est généreuse, elle est dans cette énergie qui donne naissance, voyez, aux éléments, aux titans, enfin, elle est vraiment au cœur elle est l'arbre sacré, l'arbre cœur, c'est un peu Ève, c'est un peu le principe de vie, le principe primordial de vie. Donc, elle est très généreuse. Mais qu'est-ce qu'elle fait en donnant sa vie? Elle structure énormément notre conscience et notre ordre de vie. Enfin, je dirais, voilà, elle structure les éléments, elle structure les titans, elle structure les dieux.
la femme, la meuf, elle a du pouvoir, elle est pragmatique, elle est concrète. Et Gaïa, la planète Terre, elle a organisé notre vie sur Terre. Elle a organisé des territoires, elle a mis en place alors des continents que nous, on a séparés, organisés, mais on s'est quand même inspiré de ce qu'elle a fait. Je vais dire, on a mis des frontières là où il y a des grandes montagnes, on a mis des frontières là où il y a des fleuves, on a séparé, il n'y a pas un pays véritablement consciemment qui est séparé par des océans. Ah si, mais on sait très bien ce que ça représente comme principe de séparation, et c'est souvent par esprit de conquête et de domination, notamment des espaces maritimes. Mais c'est intéressant de se dire que voilà, Gaïa, elle a organisé la vie sur Terre selon des principes auxquels on ne peut pas échapper. On ne peut pas. Enfin, je veux dire, on a beau vouloir se dire qu'on est Aquarius, ou qu'on est voilà, relié à Uranus, donc son mari, on reste responsable et dépendant d'un certain nombre de principes qui structurent la vie sur Terre et qui structurent sa générosité. Et ça va être une des caractéristiques du signe du Taureau. Il va être dans cette capacité nourricière, il va être dans cette capacité à donner la vie. Pour moi, l'archétype du Taureau au sens féminin du terme, dans les archétypes féminins des signes astrologiques, le Taureau, c'est la matrice. C'est celle qui fait les enfants. Et c'est au sens physique du terme. C'est donc les hanches de la femme, l'utérus de la femme, le ventre de la femme, pour moi, le Taureau. Ce qui va, entre guillemets, compléter, parce qu'on est bien sûr, comme on disait au temps médiévaux, on était... ah zut, vous savez, le truc où les sorcières font une marmite. Vous savez, pendant longtemps, on a considéré que la femme était une marmite. Elle ne faisait rien dans la conception des enfants. C'était une manière de lui prendre son pouvoir, bien sûr. Donc, elle a cet aspect, effectivement. Le Taureau, ce serait de dire, oui, on est une marmite. Alors, j'ai plutôt préféré le mot matrice. Et donc, on a aussi conscience que l'on lègue un patrimoine génétique à nos enfants en tant qu'énergie taureau. Mais voilà, on ne va pas être que taureau, on va être aussi vierge. Donc, si je vous invite à écouter la capsule sur la Vierge, où j'explique que l'archétype féminin de la Vierge, c'est vraiment l'aspect pur du sentiment, l'aspect pureté, l'aspect romantique, sensuel de la femme dans ce qu'elle peut vivre en tant que femme. Mais c'est aussi, entre guillemets, en mal aspecté, le côté sacrificiel de la femme et de la mère. La balance va être la femme, la séduction, ça va être voilà la tentatrice, Lilith, Ève en même temps, mais Ève va être un peu plus taureau et Lilith va être un peu plus peut-être la balance ou la scorpion. Mais voilà, ça va être en miroir. Et donc c'est vrai que la balance, elle va nous parler de cet aspect un peu plus inspirant, de l'amour, un peu plus charismatique, un peu plus beauté vénusienne, de la Renaissance qui a été peinte. Et donc, elle va donner cet attribut de séduction qui est essentiel pour la beauté féminine. Et puis, il y a le Cancer, dont on n'a pas encore parlé, qui va être le prochain signe qu'on va parler, qui lui est la mère émotionnelle. Et ça va être la maternité, les émotions que la maman va donner, notamment pour nourrir la sécurité du taureau enfant, qu'il soit homme ou fille, ou voilà, petite fille ou petit garçon, homme ou femme, et va voilà, apporter ce quotient émotionnel pour gérer les émotions qui nous traversent dans la vie. Et c'est vrai que Gaïa, elle va avoir ce principe vraiment très très fort de capacité à placer, à structurer la vie, à vaincre les épreuves que la vie nous donne. Donc c'est la résilience de la mère, notamment dans l'accouchement, et la résilience aussi de la mère dans l'éducation d'un enfant, et de rester auprès de son enfant, vaille que vaille, en dépit des épreuves. Voilà, pour moi, ça me fait penser par exemple aux femmes qui donnent naissance à un enfant agresseur, meurtrier, et qui vont rester leur mère. Et c'est cette résilience-là, le taureau. Donc ça donne une très grande qualité quand même à l'énergie du taureau, et qui va être complétée par deux autres, pour moi, mythologies importantes quand on parle du taureau. C'est Hercule, j'en ai pas encore trop parlé, mais il est temps d'en parler, et Chiron. Ah, j'aime Chiron. Hercule nous explique l'astrologie. Les 12 travaux d'Hercule, c'est comprendre les principes d'incarnation et les principes d'évolution de chaque signe. Lire la mythologie et les 12 travaux d'Hercule, c'est lire ce que chaque signe vient vivre. Et je ris parce que les 12 travaux d'Hercule, sont en miroir avec les 12 travaux d'Astérix. Donc c'est aussi sympa de réviser en regardant Astérix. Hercule, dans les travaux qu'il fait, doit
faire face au taureau crétois. C'est une tâche qui lui est donnée par le roi Éristé. Alors en gros, c'est quoi l'affaire? Un taureau qui est blanc, donc c'est intéressant par rapport à nos représentations du taureau, parce que pour moi un taureau, c'est noir, donc il a un côté pur, et il détruit l'île de Crète. C'est un taureau fou. Je vous parlais de l'aspect fou ou de l'aspect révélateur du taureau par rapport à la folie. Donc il ravage, et on lui dit si le mec c'est vraiment un dieu, il va trouver une manière de dompter ce taureau. Je trouve que c'est très intéressant comme travaux. Alors les 12 travaux sont très riches en signification, en apprentissage. Pour moi, ça m'interpelle par rapport à l'histoire de Zeus, qui va séduire Europe et va l'enlever sur un taureau, alors qui est symbolisé en général, qui est de couleur noire. Et je trouve que c'est le principe de masculinité. Et là, on nous parle d'un principe masculin, donc blanc, qui porte une forme de pureté, mais qui terrorise. Donc la lumière qui fait peur et la lumière qui nettoie peut-être ce qui a besoin d'être nettoyé. Et en fait, le job d'Hercule, c'est de ne pas tuer le taureau, c'est de le ramener vivant. Il va dompter. Et je trouve que le taureau, dans cette histoire, elle nous parle de notre capacité à dompter, de notre pouvoir de lumière. Elle nous parle de notre capacité à nous incarner dans un corps, ce qui est une des grandes blessures du taureau. C'est une de ces zones d'ombre, c'est de se dire, je me suis incarnée dans un corps et j'ai fait le choix de venir sur Terre et j'ai fait le choix du plaisir et de ma puissance de plaisir et ma puissance de vie. Et donc si je le prends de manière très pure, très simple, tout va rouler. Mais bien sûr qu'on se doute qu'il va y avoir des interactions avec cette énergie du taureau, à la fois dans le thème astral et à la fois dans la vie de la personne, pour lui poser la question de cette matérialisation de sa puissance. Et donc c'est apprendre à dompter, alors la part masculine qu'on a tous en nous, la part égotique qu'on a tous en nous, et pour moi la part aussi inspirée, connectée à la lumière, au divin, pour en faire une belle histoire. Parce que comment ça se termine? Il le ramène au roi, Érismé, je ne vais pas le dire, hérité, c'est bien ça va bien. Parce qu'il nous parle de l'héritage d'une certaine manière, le taureau, de ce que l'on hérite dans notre conscience et incarnation d'être humain, pour le dompter et le redonner à la communauté, parce qu'il va le redonner au roi, et il va pouvoir passer à sa prochaine tâche. Et c'est vrai que ce taureau, dans cette mythologie, je trouve qu'elle nous parle de la capacité de chaos, confusion que à la fois Gaïa, Vénus porte dans l'énergie du taureau, et de cette capacité naturelle, mais aussi d'apprentissage que le taureau vient de vivre, apprendre à déployer, maîtriser, je dirais s'émanciper de ses instincts pour y mettre cette lumière de héros herculien. Allez, maintenant on passe sur une autre histoire qui est aussi très belle pour comprendre le signe du taureau. Chiron, vous avez compris que c'est un de mes chouchous. Lire le thème d'une personne en fonction de son taureau, qu'il soit soleil, lune, ascendant, mais aussi son énergie de taureau. On peut être lion, verseau, balance, gémeaux, et avoir énormément d'énergie du taureau en nous. Pour moi, c'est vraiment lire une lecture initiatique par rapport à sa blessure, et notamment par rapport à un indicateur magnifique que le ciel nous offre, celui qu'on appelle Chiron. Ah, Chiron, mon ami Chiron. Bon, ça me fait penser au voyage de 1, on est d'accord, de Miyazaki. Oui, je sais, c'est Chiron, mais à une lettre près, on négocie. Pour ceux qui suivent la vidéo depuis le début, le chat ronfle toujours à côté. C'est ça, c'est mon ami Chiron. Chiro aussi. Chiron, je ris, mais je fais du suspense. Je mets en attente la découverte de ce personnage magnifique, magnifique pour décrypter un thème astral. Chiron,
c'est quand même un super copain. Alors, c'est un chouchou des dieux. Il a une place très spéciale dans le panthéon des dieux. Il a éduqué Achille, le gars qui a fait la guerre de Troie, bon, qui en meurt parce qu'il veut mourir dans la gloire et parce qu'il est beau gosse, et que il a bien un talon, il fallait bien qu'il ait un défaut, ce gars, un talon, c'est sa mère qui a choisi, mais il a aussi choisi une vie avec gloire, et nous enseigne en fait la limite de la gloire, et donc l'enjeu de la lumière. C'est QFD, ce que j'ai expliqué sur le lien entre taureau et le taureau crétois herculien. Premier élément. Deuxième élément, il participe à des mariages. Il est un peu entremetteur. Et il fait des cadeaux. Et il ne fait pas des cadeaux, pas des moindres. Il fait des épées. Donc il aide à combattre Chiron. C'est quand même, quand même sympa. Il est immortel. Donc il nous parle de notre capacité à traverser la vie. Et donc les morts. C'est en ça que Chiron est relié avec le taureau au scorpion, qui est le signe de l'immortalité, ou plutôt de la mort, le signe de la mort qui tue. Le scorpion, il se tue lui-même, mais pour résurrectionner. Je sais, ce n'est pas un verbe, mais je l'aime tellement. Il est le phénix, le scorpion, et le taureau et le scorpion sont en axe. Le taureau va vers le scorpion. Le taureau est là pour apprendre à dématérialiser et à vivre la spiritualité, et donc à s'éloigner de ses possessions et de sa vie simple d'être humain pour vivre ce principe d'immortalité, de spiritualité qui dépasse tous les temps. Et c'est là où Chiron nous explique cette traversée, en fait, du taureau. Chiron, c'est quand même un grand copain, c'est gentil, il est cool, le gars. Alors oui, c'est un principe hybride, hein, je vous rappelle. Donc il est vraiment, voilà, il est copain avec les dieux et il est copain avec les humains. Et en fait, il va prendre d'affection notre ami Hercule. On revient sur Hercule, voilà pourquoi on a parlé d'Hercule. Qui veut être placé Dieu, parce qu'il est super fort. Et comme il aime bien Hercule, Hercule vient le voir en disant, ouais, il faut que j'aille m'occuper du sanglier. T'aurais pas une bonne idée? Et en fait, Chiron lui dit, bah super, on va utiliser ton arc et tes flèches. Sauf que le copain, là, qu'est-ce qu'il a fait avec les flèches? Il a mis du poison dessus. Et il va se battre avec qui? Avec l'hydre. Et l'hydre, c'est qui? C'est le scorpion. Et bien sûr que le sanglier, c'est qui? C'est le bélier. Bah, doit se passer ce qui doit se passer pour qu'on comprenne l'enseignement. Chiron, il se prend une balle. Il se prend la flèche dans son genou, dans son aile, je ne sais plus. Je crois que c'est dans son genou quand même. Oui, c'est dans son genou. Vous imaginez une balle dans le genou, une flèche dans le genou. L'agilité, la capacité à je et nous, à relier le je au nous. Hercule, inconsciemment, bien sûr, mais donc consciemment aussi, blesse l'ami des dieux, l'ami des hommes, l'être qui fait l'intermédiaire et l'être qui fait évoluer vers la spiritualité du scorpion, mais qui aussi peut nous permettre de combattre l'aspect bestial et premier blessé de l'incarnation que le bélier vient incarner. Et donc il se blesse pour qu'on reste dans le questionnement de notre taureau et qu'on émancipe l'enseignement du taureau à travers ce Chiron. Donc Chiron, quand on lit en astéroïde et quand on lit dans un thème astral, je dis toujours, c'est le révélateur de la blessure karmique. C'est le révélateur de ce qui est blessé en vous. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. C'est la médecine. Parce qu'en fait, Chiron, c'est le médecin du monde, le médecin des astres. Et en fait, comme c'est un immortel et qui souffre sa mère sa race, le pauvre, hein, parce que Hercule avec son poison, pas dans la gnognotte, hein, on parle de Hercule, celui qui a pris le lion et qui a fait réveille-toi, arrête de ronfler. Bien sûr que ça marche. On va pas réveiller le lion, elle pourrait se transformer en tigre. Hein, on n'aurait jamais réveillé un chat qui dort. Le Chiron, il souffre. Et c'est un être tellement pur, tellement bien, tellement gentil. Oui, ben, je vous avais dit, hein, le taureau, c'est un mec bien. On a envie d'un taureau dans la vie. Tout va bien. Il a tellement mal qu'il implore et dit s'il vous plaît, je ne veux pas souffrir, je ne peux pas rester dans cet état-là, donnez-moi une solution Et ben, qu'est-ce qu'on lui donne comme solution? On lui dit tu peux enlever ta flèche
tu quittes ton immortalité, mais à travers ton immortalité, qu'est-ce que tu vas faire? Et qu'est-ce qu'il va faire, notre ami? Tu vas bénir un humain. Il choisit qui, notre ami? Prométhée. Le mec qui a volé le feu du bélier. Si c'est pas un saint homme, le Chiron, vous comprenez pourquoi je l'aime. Il vient nous donner les clés à la fois de la blessure d'incarnation pour comprendre qu'on n'est pas juste incarné sur Terre comme un bélier, un principe 1, un Mars guerrier, qu'on n'est pas juste une Vénus qui fout le chaos, qui est dans le plaisir, mais en même temps qui nous donne envie de vivre, ce qui est quand même un peu mieux que peut-être que le bélier qui fait la guerre. Il nous dit, apprends à te dépasser, apprends de la générosité et élève-toi vers le principe qui t'a empoisonné et qui te donne la mort. C'est quand même beau, l'enseignement. Donc une fois qu'on a compris que le Chiron nous donne notre médecine, eh bien, on va aller regarder ce que nous dit le Chiron. On va aller regarder les interactions, bien sûr, du Chiron avec la constellation du Taureau, la maison 2, la maison 8, le Scorpion. Et on peut aussi regarder ce qui se passe avec le Mars, puisqu'il y a une interaction avec le Bélier. Et on peut aussi regarder ce qui se passe avec Pluton, puisqu'il y a une interaction avec le Scorpion. Mais comme on a aussi Taureau en Vénus, on va aller regarder ce qui se passe avec la Vénus, donc avec la maison 2. Et comme la maison 2, on a dit qu'elle était liée aussi à Junon, le mariage, et à Pallas, la justice, vous imaginez la densité de la potion magique que chacun d'entre nous a. Chiron, il vous donne la potion magique de votre vie. Une fois que vous avez compris les énergies en interaction, que vous avez établi cet grand espace de création, cette Gaïa énergétique, cette potion magique de votre thème astral, vous avez compris les clés de votre guérison et les clés de votre magie. Voilà pourquoi j'aime Chiron. Et je termine sur ça. Sachez que où est-ce qu'il est en ce moment, Chiron? Depuis à peine 3 semaines à peu près. Donc au moment où j'enregistre cette vidéo pour la formation spéciale éclipse du 12 août 2026, voilà, août 2026, il est où? Alors il était en bélier, il nous a fait travailler, allez je reprends une expression de Johan, sa race sa mère sur notre identité, ce qui de toutes les façons est le thème depuis la fin des 3 majeurs, donc Pluton qui passe en Verseau fin 2024, Neptune qui passe en Bélier début 2026 et Uranus qui passe en Gémeaux avril 2026. On est après cette espèce de big météorique énergétique qui nous est arrivée et qui nous demande de nous reformater sur nos énergies. On rentre dans un axe très fort du Bélier avec Saturne en Bélier, Neptune en Bélier. Un axe nord qui nous dit change ton destin parce que je passe en Verseau, donc à l'inverse de là où en miroir, donc le nœud sud est à sa place, donc en miroir avec le soleil et cette énergie de création du lion pour te affirmer qui tu es, affirmer ton véritable qui tu es, parce que Chiron était en Bélier et là il passe en Taureau et il a qu'une envie, notre ami Chiron en Taureau, c'est de nous donner les clés de la médecine. Il a envie de donner les secrets. Voilà. Donc pourquoi on aime bien le Taureau aussi. Mais ça, j'ai envie de dire, ça montre aussi qu'il y a des possibilités d'ombre, parce qu'en général, on a tendance à regarder non pas la solution, mais la blessure. Allez, on va parler des ombres du Taureau. Mais avant ça, petit rituel habituel. On va aller regarder comment. Alors, je vous ai donné les clés pour l'énergie de la formule magique de Chiron. Mais on va aller regarder aussi la possibilité créative que l'on a quand on est lion façon Taureau. Un lion façon Taureau, ça va donner une personnalité qui a une grande capacité à créer, mais qui a aussi une grande capacité à faire durer. L'archétype, et je vous invite à aller écouter les 12 archétypes, alors c'est pareil, c'est chapitré, c'est dans la vidéo sur le lion. Je vous présente les 12 archétypes portés par l'énergie du lion dans tous les signes astro. Et je l'ai appelé le bâtisseur.
Et le bâtisseur, c'est le guérisseur. C'est-à-dire que quand on bâtissait une cathédrale, c'était pour guérir ou pour assurer le bain énergétique et la guérison de toute la communauté. Les églises, elles étaient bâties sur des vortex pour que tout le monde prenne un bain énergétique pendant quelques heures, le temps d'un sermon, et s'assurer de l'équilibre énergétique. Je veux dire, voilà, il n'y a pas un côté manipulation et enivrement et hypnose des foules que l'on peut mettre aujourd'hui sur la religion. C'est aussi de faire un échange alors, de cœur, de valeurs portées par la religion, mais aussi un échange d'énergie sur un lieu stratégique énergétique fort. Et ça, un lion façon taureau ou un taureau avec beaucoup d'énergie de lion en lui va l'avoir dans son intuition. Il va avoir une connaissance et un instinct des lieux. Il va aussi avoir un instinct très fort, c'est qu'est-ce qui est bâtisseur pour la planète Terre. Alors, comment on détermine ces aspects-là? On en revient sur notre thème astral, on reprend nos lunettes de thème astral. Où il est votre lion? Est-ce qu'il est en maison 2? Déjà, manière d'établir à quel point vous êtes lion façon taureau. Ensuite, autre chose, c'est où est votre Vénus? Donc c'est là où vous allez être en lien avec la balance. Est-ce qu'elle est dans la maison 5? Est-ce qu'elle est façon taureau? Donc, façon lion. Donc par exemple, vous avez soleil en lion et il se balade, mais il y a Vénus dedans. A priori, il y a quelque chose aussi qui se joue. Alors comme on a vu que notre ami taureau a une densité de signification et une densité d'indicateurs, on va aller regarder les liens entre le lion et le scorpion pour voir si effectivement il y a des canaux de création, des liens énergétiques, donc des trigones, des carrés, des arcs-en-ciel, non, des cerfs-volants, des sauts de Salomon qui vont créer effectivement des liens sur un axe lion-scorpion, lion-taureau, Vénus, voilà, ce type d'interaction-là. On va aller regarder le chiron. Et comme on a dit que c'était très important pour comprendre le taureau dans sa capacité de création de potions magiques, on va aussi s'amuser à regarder avec l'axe en balance. Donc tout ce que j'ai dit sur l'axe en balance, on va le regarder en fait avec le taureau. Et c'est ça qui est intéressant. Mais parce qu'on en revient sur, c'est la maison 2, la maison du bâtisseur. Et c'est la maison de la sécurité, des racines, mais au sens temple, pas au sens racine familiale. Ça c'est chez le cancer. On va en parler juste après, prochaine capsule. Donc on va aussi quand même regarder un petit peu ce qui se passe, s'il y a des contractions intéressantes et révélatrices, avec notamment, je me perds, donc on a dit Junon et Pallas, mais c'est seulement c'est révélateur, et si on voit une cohérence entre l'énergie du taureau et l'énergie de la balance par rapport à cette émancipation lionesque en taureau. Autre élément qui est important à prendre en compte, et là ça va revenir sur les échos que se font les éléments féminins de l'hémisphère sud, entre guillemets, de l'hémisphère intérieur. Donc quand on regarde le thème astral, il est coupé en deux, de 1 à 6 et de 7 à 12, l'intérieur, l'extérieur. Et donc il faut comprendre que la construction, ça je l'ai expliqué je pense dans la capsule sur la balance, mais je le redis maintenant, hein, c'est important de le dire, la construction en fait des maisons de 1 à 6, elle est masculine, féminine, masculine, féminine, masculine, féminine, et après il y a un éclatement des principes féminins parce que justement on sort au monde. Et donc le taureau, comme il a cette énergie très forte sur la création qui bâtit quelque chose de guérisseur, soit pour soi, soit pour la communauté, on va aller regarder aussi l'archétype, notamment de la Vierge et de l'ancrage de création, donc la Vesta. Donc ça c'est pareil, je vous invite à écouter le podcast sur la Vierge pour comprendre le positionnement de la Vesta dans le décryptage de l'énergie de la Vierge. Voilà, donc ça donne pas mal de travail, mais pourquoi? Parce qu'en fait, il faut en revenir sur le principe que le taureau est le premier principe terrien de la roue. Et donc, il a comme le bélier était le premier principe de feu, il est révélateur sur des éléments d'incarnation, d'âme, de proaction et d'anima de l'homme. Le taureau, lui, il a une très grande capacité à nous indiquer la compétence aussi d'incarnation. Le chat s'est réveillé, super, on va pouvoir parler de savoir sacré. J'ai annoncé savoir sacré, je m'aperçois qu'il faut faire les ombres. Alors franchement, je me dis que j'en ai beaucoup parlé en fait en introduction des ombres du taureau. J'ai beaucoup donné d'éléments déjà, je trouve, au fil de ma présentation. Donc les ombres, les défauts, obstiné, dans ses idées,
autoritaire, manquant de compassion du coup, orienté vers son côté matériel, vers ses valeurs, voilà. Tous ces éléments, ça c'est au niveau du caractère. Au niveau de la blessure énergétique, donc j'y parlais, il est dans la continuité de la blessure d'incarnation du bélier et il va être révélateur des traumas. Donc lui, en termes de blessure de l'âme, il va vraiment nous parler beaucoup plus. Alors le bélier, je vous rappelle, nous parle d'abandon et de rejet, essentiellement. Le taureau va nous parler beaucoup du rejet de soi, parce que l'abandon, ça va repartir plutôt chez le cancer, et il va aussi sentir l'injustice, parce qu'il va être sensible à l'injustice sur Terre, ce qui va le relier à la balance, mais aussi aux Gémeaux qui va le suivre. Donc il va avoir très fortement ces blessures. Voilà. Et il y a aussi la trahison qui est forte. Le taureau, comme je vous le disais par rapport à ce que j'ai pu vous expliquer sur Chiron ou sur la mythologie, il va véritablement nous poser la question de nos choix matériels et de ce qu'on choisit de faire durer dans la vie. Et il va forcément venir nous titiller sur ces principes de stabilité, de durabilité qu'on choisit dans la vie, pour peut-être les mettre à l'épreuve et peut-être nous pousser justement à déposséder, à dématérialiser. Et c'est là où ça va être intéressant de regarder les blessures en interaction avec le scorpion. Et c'est vrai, j'ai oublié de le dire, mais dans la mythologie, notamment du taureau de Crète, c'est le roi qui est gouverné par Neptune, de mémoire, si je me souviens bien, qui envoie cette tâche à Hercule. Et donc on en revient, je trouve, sur le taureau qui nous donne des clés pour aller vers la spiritualité, mais qui va aussi nous poser des questions sur c'est quoi nos valeurs d'incarnation. Et Neptune, il ne faut pas oublier qu'il nous pose la question de nos valeurs, parce qu'il a ce côté imaginaire, créatif, nébuleur, rêveur, haut qui plane. Donc c'est en ça que le taureau peut avoir un point en commun avec le Neptune, parce qu'ils ont des eaux qui planent, hein. C'est pareil, c'est Gaïa, il y a un chaos, ou même Vénus, il y a quelque chose de fertile, des eaux qui planent. Et en fait, si ces eaux qui planent sont là et que nous, on a fait des choix, peut-être qu'il y a un moment, on va revenir à cet état de confusion, parce qu'on se pose la question de ce qu'on a incarné, et est-ce qu'on ne veut pas revenir à quelque chose de plus dilué, entre guillemets, ou au contraire, est-ce qu'on va en faire des valeurs affirmées qui vont continuer de nous guider. Donc ça va être un aller-retour qui peut être assez blessant, assez douloureux, mais qui va tester aussi notre volonté et véritablement la cohérence de nos valeurs. Le taureau, en termes de blessures et d'ombre, il est vraiment là pour nous poser la question de la cohérence de nos valeurs. Et c'est en ça qu'il est intéressant en termes de maison 2, parce qu'il a une manière de nous enseigner la foi incarnée. Et c'est-à-dire que il suffit pas juste d'avoir la foi, il faut la montrer. Donc il nous invite à nous déposséder de ce qui est matériel, statut, parce qu'il a une certaine peut-être facilité à l'avoir et une simplicité à l'avoir, pour aller incarner des choses qui sont plus intangibles, comme la foi, l'amour, l'animal, le chat prend sa douche. Voilà, donc c'est vraiment là aussi un enrichissement et un facteur d'enseignement. Allez, on y va cette fois-ci au savoir sacré. Allez, on rentre dans les savoirs sacrés. Au moment où je le dis, le chat me lâche la main, c'est trop mignon. Parce que quand vous allez comprendre le savoir sacré, on est dedans. Ma chama, mon cœur. Bon, allez, je continue. Le savoir sacré aujourd'hui, je l'annonce, on est simple, on est façon taureau, il n'y a pas de mise en suspense. Voilà, hein, on témoigne, la preuve. C'est Pachamama. C'est le rituel de Pachamama, donc on change à nouveau de pays, on va dans les Andes. Alors c'est surtout assez connu en Bolivie et au Pérou, qui ont été séparés, on va dire, par l'histoire, les frontières, mais qui représentent un principe et une unité géographique bien plus grande qui dépasse les territoires. Pour moi, il y a un petit peu des Andes, c'est la cordillère des Andes. Donc c'est toute l'arête énergétique qui va du Chili
pas du Chili, jusqu'en Colombie. Et on a vraiment toute une unité énergétique et du coup de réception des savoirs sacrés qui a en commun, bien sûr, toujours la représentation et la consécration d'un souffle vital primordial, alors qu'il va porter différents noms en espagnol, mais aussi en mapuche, dans les langues locales, qui va nous parler de ce principe de vie, de ce principe supérieur. Mais on va aussi surtout avoir, par exemple, très en commun le respect et le culte des ancêtres. Et les ancêtres, c'est à la fois nos anciens, donc les grands-parents, les parents, les grands-parents. Donc voilà l'importance du doyen, de la doyenne. Mais ça va être aussi nos enfants. Et ça va être aussi les animaux et les végétaux, les tupunas. Alors ça, c'est version polynésienne. On voit que je suis un peu polynésianisée. C'est les abuelos. Et donc, c'est vraiment... le jaguar est un abuelos, par exemple, en Colombie, chez les Kogi. Le flamand à l'Atacama. Enfin, c'est pas ce nom-là, mais c'est pas grave. On a vraiment cette notion d'une communication perpétuelle avec les éléments du vivant qui participent à l'harmonie et à une unité sacrée du peuple andin dans toute sa diversité de création et de territoire actuel tel qu'on voit aujourd'hui. Et donc, il y a un rituel qui est pour moi connu, mais que si vous ne le connaissez pas, je suis très contente de vous le faire découvrir, qu'on appelle le rituel de la Pachamama. Alors, Pachamama, pour moi, c'est Gaïa. C'est pareil, c'est vraiment la mère nature, la planète Terre, le principe vivant de la planète Terre qui nous parle, la Tierra, et c'est vraiment la Tierra amada, la Tierra ama, la Tierra que ama, c'est-à-dire la terre que j'aime et la terre qui m'aime. Et donc le premier principe du rituel de Pachamama, c'est la réciprocité. Et c'est donc de dire, je suis dans la gratitude de ce que m'offre la Terre. Et je ne sais pas si on a une dette inconsidérable vis-à-vis de la planète Terre, mais moi je me positionnerais comme ça, c'est-à-dire que j'estime que la planète Terre m'offre beaucoup, beaucoup plus que ce que je lui donne en échange, et que j'ai probablement beaucoup à lui rendre encore. Peut-être pour ça que je suis encore en vie. Petit moment chiron. Et la Pachamama, c'est vraiment, voilà, c'est une journée de célébration de la Terre. Alors aujourd'hui, elle a été institutionnalisée, elle fait partie, voilà, des jours qui sont célébrés, je pense, par l'ONU. Alors moi, ça me fait penser à la journée nationale de l'environnement qui est en 5 juin, je crois, la journée de la Terre, mais pour moi, ça dépasse ce côté institutionnalisé de ça va mon chat, de la célébration de la Terre. Et elle nous dit je fais offrande. Donc le savoir sacré façon taureau, il est très simple. Il est bâtisseur. Donc il est bâtisseur, il bâtit une communauté pour une communauté plus grande que la sienne. Et c'est sûr qu'on pourrait se dire en tant que bâtisseur, pareil, quand j'ai fait l'analyse, on va dire, rationnelle de ce qui était apporté, je me suis dit, on va parler des Templiers, on va parler peut-être des Soufis qui sont des bâtisseurs, on va parler voilà, des ordres qui ont permis d'établir peut-être des écoles sacrées. Et non, là c'est le bâtisseur du quotidien, ce qui, je trouve, correspond beaucoup plus à l'énergie du taureau, l'idée du quotidien. Alors bien sûr, Pachamama, il y a des rituels en fonction des journées et avec des moments précis dans les communautés andines, mais j'ai envie de vous donner ce rituel aussi comme une pratique du quotidien et une pratique qui me pousse à aller dans la gratitude et l'offrande à la terre le plus souvent possible, de manière quotidienne, mais aussi à un moment très sacré, très concentré, très cérémonial, on va dire, du cycle lunaire ou du cycle annuel. C'est-à-dire que la Pachamama, on peut faire des rituels en fonction des cycles lunaires, donc à un moment précis pendant le mois, mais aussi à un moment précis dans ce que l'on a compris de la météo du temps, et donc au moment des récoltes, au moment quand on germe, etc. Donc on a, je trouve aussi un rapport au temps qui est très beau dans ce savoir, dans cette pratique, et un rapport de cœur très fort
parce qu'on est dans l'offrande. Alors maintenant, l'offrande à Pachamama, on est dans les ondes. Donc qu'est-ce qu'on fait? On offre de la coca, yes, de la feuille de coca. Donc on laisse la coca sous forme de coca. On n'en fait pas une poudre. Pardon, je rigole toute seule. Moi, pour moi, la coca, on peut la mâcher. Il va y avoir certaines pratiques où on va la mâcher parce qu'en fait, on va rentrer en communion avec l'esprit de la feuille pour la remercier et pour rendre une part de nous dans l'offrande. On peut juste donner de la feuille de coca. On peut aussi tremper, on peut mettre de la terre, on peut y joindre d'autres éléments. Alors, on va y joindre par exemple des boissons, donc de l'eau, du café. Souvent, ça va être le café, le chocolat, donc le cacao. On évite le vin. Et encore, si on pourrait mettre, il y a des alcools à base de baïs, de mémoire, qui peuvent être offerts, donc des bières par exemple, des choses à partir de blé, donc voilà, des boissons fermentées, donc d'une certaine manière c'est de l'alcool. Dans tous les cas, ce que ça veut dire, c'est un principe liquide, un principe vivant et un principe encore d'interaction entre le vivant, la plante, et le vivant, l'être humain. Et ça va créer voilà, un rituel. On peut aussi créer, alors ça je connais moins, mais on peut aussi créer des petits paquets. Ça je l'ai vu en Indonésie et je l'ai vu, j'essaie de me souvenir si c'était, je pense que c'était au Pérou. Oui, c'était au Pérou, parce que j'ai un doute entre Pérou et Chili. Ouais, j'ai un doute. Je pense que c'était au Pérou, mais j'ai un doute. Ouais. Bon, c'est des petits paquets où on met alors des feuilles, des fleurs, du riz. Il y a plein de choses à l'intérieur et on fait cette offrande en fait. Alors moi, ça me parle plus. Là, j'ai plus un souvenir à Bali. Bon, c'est comme ça, mon esprit est comme ça. Ou alors on a bien sûr l'encens, on a les bougies et on a ces petits paquets qui sont des paquets de feuilles ou des paquets de riz. Bon, bref, on donne en fait quelque chose qui fait sens, qu'on utilise aussi au quotidien, donc le riz en principe alimentaire, des morceaux de sucre aussi. On peut donner, par exemple, j'ai déjà vu des personnes qui donnent des morceaux de sucre en forme de fleurs, en forme de cœur. On peut donner voilà, des choses qui pour moi c'est important de se dire qu'on donne quelque chose alors qui fait partie de notre quotidien mais qui peut être aussi facilement biodégradable parce que le but c'est de rester en communion et en communication avec cette terre. Et c'est un moment de repas à l'autre, de repas au Dieu. On retrouve du coup l'aspect taureau, je nourris, et l'aspect nourricier. Hein. Donc c'est faire un acte de nourriture à l'égard de Pachamama qui nous nourrit au naturel. Alors après, dans le rituel, il peut y avoir bien sûr la prière, il peut y avoir le chant, il peut y avoir la musique, le chant, la prière, il peut y avoir les danses. Donc là, ça va dépendre aussi des communautés, de ce qui est fait. Donc dans l'exercice pour les Manuiti, et puis pour toute personne qui a envie en fait de retrouver son énergie de bâtisseur, son énergie de guérisseur, bâtisseur, de tout ce que je vous ai expliqué sur l'énergie du taureau, je dirais que c'est de faire un acte. Alors pour le coup, pour moi c'est important d'être dans une intention forte quand on parle à Gaïa, Pachamama, à la terre. Et qui dit intention forte dit régularité. Et donc c'est de s'engager sur au minimum 3 jours. Je trouve que 3 jours c'est vraiment le minimum du minimum syndical. Pour moi un vrai acte de considération à l'égard de la planète Terre, c'est un minimum de 21 jours parce qu'on est en communion avec son cycle lunaire et on est en communion avec voilà, les grosses variations de son cycle lunaire. Alors le vrai cycle lunaire c'est 28 jours. En fait, c'est parce qu'en fait, les jours qui restent, donc de 1 à 8, donc les 6-7 jours, c'est ascension-descente de la pleine lune, donc quand elle est pleine, et ascension-descente de sa nouvelle lune, donc quand elle disparaît. Et ça, ce sont quand même 3-4 jours glissants. Hein, c'est 3 jours et demi, donc c'est pour ça que ça fait 7, qui sont particuliers en fait aux énergies de la lune. Et c'est vrai que quand on est sur ces jours-là,
C'est pour ça que 3, c'est syndical, hein, c'est le minimum syndical. Quand on est sur ces jours-là, c'est important de s'adapter dans nos pratiques à l'énergie et au message que nous donne soit la pleine lune, soit la nouvelle lune, et donc d'avoir des rituels ou des consciences qui sont spécifiques en réponse à ce que cette lune nous dit, et du coup la planète Terre, parce que les deux, elles fonctionnent ensemble, et ça on le verra pour le Cancer. Là, j'ai vraiment parlé de la planète Terre, de ce qu'elle nous offre. Mais après, elle, voilà, il y a une très grande interaction avec la Lune, son satellite, et donc le Cancer. Spoiler pour la prochaine. Donc c'est vraiment de se dire, ok, je souhaite développer quelque chose en moi qui va durer. Je souhaite développer quelque chose qui est en moi qui va guérir la planète Terre. Et donc c'est quel rituel de Pachamama vous mettez en place. Et donc vous définissez, il y a 3 axes. Hein, ça c'est important de revenir sur les 3 axes. La coca, ça va être la symbolique de l'alchimie. Le liquide, ça va être la symbolique de la rencontre, j'aurais envie de dire. Fermentation, c'est aussi une alchimie. Donc, alchimie, rencontre et nourriture. Je propose une formulation nouvelle. Je vais à la rencontre qui va nourrir sa manifestation. Et donc, ces piliers sacrés vont permettre l'expression et surtout un lien très fort à Gaïa, à Pachamama, à la planète Terre pendant ces jours de démonstration d'amour. Ouais, c'est mignon. Et voilà, donc ceux qui ont vraiment une envie, par exemple, de se dire je cherche à créer quelque chose de fort pour la communauté, et je m'engage à recevoir les messages, notamment de Gaïa, mais aussi du lion, parce qu'on travaille sur l'énergie du lion et ce que va nous dire le soleil et l'éclipse. Je vous encourage à faire un rituel de 3 jours, minimum, syndical. Et je vous conseille fortement du coup d'en faire un de 21 jours. Sachant que 21 jours, 7 x 3, 21. Vous pouvez le diviser par une semaine d'alchimie, une semaine de rencontre et une semaine de nourriture. Wouh! Je sens qu'il y en a qui vont prendre des victuailles et de l'alcool pendant cette semaine-là. Sur ce, le chat s'est rendormi. Elle aura vraiment suivi tout l'enregistrement du taureau pour incarner le taureau qui dort. Sur ce, je vous dis à bientôt. On conclut en rituel. Si vous êtes encore là, c'est que vous aimez ce rituel. Oui. Allez, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Je vous remercie de me donner cette énergie créative, cette énergie de vie, cette énergie de transmission, de nous aider, de vous préparer, de me préparer, de nous préparer à cette éclipse et d'être dans cette magnifique ronde, ce cercle de 12 drôles créateurs de vie, 12 archétypes solaire, et j'espère surtout que ça vous permet probablement, et c'est ce que je vais écrire au Manuiti d'ailleurs aujourd'hui, de découvrir ou redécouvrir des savoirs sacrés, parce que c'est vraiment le but, et de les mettre aussi en pratique, de les mettre en vie. Sur ce, Shama qui dort, le chat qui dort, et moi-même, et mon taureau, et mon chiron, et Gaïa, vous disent à bientôt. Surtout, prenez bien soin de vous.